La vie, c'est des programmes. Voici le titre pour cet enregistrement produit au mois d'août 2022. Donc, c'est le titre de l'enregistrement qui est au programme aujourd'hui. Où m'est venue l'idée de parler de ça, puis d'avoir cet énoncé-là? C'est que c'est la formulation qui m'apporte une plus grande satisfaction. En fait, ce que je vous dirais, c'est que pendant plusieurs années, j'ai fait des entrevues avec Marc Delassalle, auteur et conférencier, qui visait à véhiculer de la conscience supramentale à travers ses propos, à travers ses œuvres. Donc, c'est un conférencier québécois avec lequel, sur une période d'à peu près 9 ans, j'ai fait des entretiens. Et l'une des thématiques qui revenait régulièrement, lui disait que la vie, c'est de la marde, en bon québécois. Si je le traduis en français, la vie, c'est de la merde. Bon. Et à chaque fois qu'il disait, ça revenait souvent, puis moi, ça me créait comme un malaise. Je l'entendais dire ça, puis je n'étais pas nécessairement en accord. Puis j'y ai dit, aujourd'hui, au moment où je vous parle, ça fait environ 2 ans qu'il est décédé. Mais de son vivant, je l'avais dit en pleine face. À un moment donné, j'y avais dit, la vie, c'est ni bon ni mauvais. La vie, c'est neutre. Si tu dis que la vie, c'est de la merde, c'est parce que tu la polarises négativement, au même titre que quelqu'un qui est très spirituel, qui va dire que la vie, c'est de l'amour inconditionnel. Tu sais, pour moi, je voyais ça d'une façon polarisée, dans le sens que quelqu'un qui dit « la vie, c'est pas beau, c'est caca, c'est mal », à mon avis, c'est aussi polarisé que dire la vie en soi, c'est angélique, tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est amour, aoum. Non. C'est la raison pour laquelle que je trouve de dire que la vie, c'est des programmes, c'est plus neutre. Et bref, pourquoi que je fais cette capsule audio, c'est que je faisais des enregistrements avec lui, puis souvent, à l'intérieur de moi, je me sentais pas à l'aise avec ce qu'il disait. Et je cherchais une façon plus adéquate de vouloir formuler mon propos. Et là, aujourd'hui, l'idée a émergé. La vie... Ça, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, là. Comme il y a des gens qui n'étaient pas nécessairement en accord avec Marc. L'important, c'est que la personne elle-même, ultimement, définisse pour elle c'est quoi la vie, en fonction de sa sensibilité, en fonction de son intelligence. Moi, je vous propose ma perspective, et vous en ferez ce que vous en voulez. Moi, ma compréhension de la vie, c'est un paquet de programmes, en bon québécois. Donc, c'est un ensemble de programmes. Dans le sens que, dans l'existence, on va être... Qu'on soit conscient ou pas, on est exposé à une programmation. D'abord, la programmation biologique du corps, auquel je pensais récemment, étant donné que ma compagne est enceinte. Puis je pense que ça peut être intéressant au moins une fois dans sa vie s'arrêter à ça, que pour qu'un enfant naisse, ça prend une ovule, un spermatozoïde. Ça, c'est la méthode traditionnelle. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec le génie génétique, on se dirige vers d'autres choses. Mais traditionnellement, il fallait un ovule qui soit fécondé par un spermatozoïde pour que la vie sur le plan humain, sur le plan biologique, émerge. Donc, 2 éléments qui en interaction créent un être vivant. Donc, les 2 sont programmés pour engendrer un nouvel être. Donc, nous sommes entourés de programmes. C'est sûr qu'avec une époque comme la nôtre, où l'informatique se développe rapidement, des programmes, il y en a plusieurs. Il y a un programme de reconnaissance vocale qui fait en sorte que les assistants vocaux vont reconnaître ce que la personne dit. Ensuite, il y a de la programmation qu'on voit à tous les jours dans les émissions de télévision. D'ailleurs, on va parler de programmes de télévision. Donc, quand on s'arrête au mot, les programmes à la TV servent à nous programmer et les publicitaires vont dépenser, dans certains cas, des millions, voire des milliards de dollars pour programmer l'esprit des gens.
Si on pense à un événement comme le Super Bowl aux États-Unis, donc par rapport au football américain, il y a des publicitaires qui vont dépenser des fortunes par rapport au temps d'antenne, étant donné qu'il y a une grande auditoire qui visionne cet événement sportif qui a lieu d'une manière annuelle là, à partir d'une ville aux États-Unis où il y a un match de football, donc une partie de football. Bon, ben, la programmation est tellement importante que il y a des gens qui donnent tellement d'importance à la programmation des esprits à travers la publicité qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent. Et c'est sûr que s'ils dépensent beaucoup d'argent, ben, c'est parce que ça doit donner des résultats. Donc, les gens sont programmés avec des émissions de TV, des bulletins de nouvelles, adhérer à certains narratifs qui vont être cautionnés par les autorités gouvernementales ou certaines forces. Donc, c'est sûr que si la personne a un agenda mondialiste et multimillionnaire, ben, elle va faire la promotion de son agenda à travers des publicités, à travers différents moyens. Et pour moi, ma vie, mon existence, c'est quoi? Ben, c'est d'avoir à composer avec des programmes. Et c'est sûr que l'esprit se programme dans sa perception des choses. Si la personne passe son temps à se programmer, à dire que la vie c'est pas beau, la vie c'est mauvais, ça se peut qu'elle soit déprimée. Et c'est sûr que si la personne se programme au contraire de dire que la vie c'est de l'amour inconditionnel, ça se peut qu'elle soit naïve. Et c'est sûr que l'excès de naïveté peut amener des abus, parce que si la personne se programme d'une manière en différentiel important avec la réalité, s'il y a un décalage important entre les deux, tu sais, si la personne est trop optimiste par rapport à la vie puis elle est naïve, ben elle risque de vivre des chocs puis de la souffrance. Donc on va appeler le choc du réel qui va l'amener à réaliser que la façon qu'elle se programme manque d'ajustement. Si au contraire la personne est trop pessimiste, bien à ce moment-là, elle peut vivre des chocs aussi qui vont l'amener à réaliser « Ah, ben telle personne finalement est généreuse, elle m'a envoyé un montant d'argent » ou etc. Donc, des fois, la personne peut vivre des chocs qui vont l'amener à s'ouvrir un petit peu plus aux autres. Donc, ça peut aller dans différents sens. C'est tout ce qui manque d'ajustement et voué éventuellement être ajusté par d'autres forces qui, par des jeux de programmation, s'inter-influencent. Donc, on a des programmes politiques qui sont présentés à la population en période électorale. Et le but des programmes, c'est de programmer l'esprit des gens pour qu'ils adhèrent à un récit politique, à un discours, pour les amener à voter. Donc, conditionner les esprits pour qu'ils votent pour un parti plutôt que d'autres. Une campagne électorale, c'est ça. L'enjeu, c'est la conscience des individus, les amener à un discours pour qu'un collectif soit programmé dans une direction donnée. En fonction d'un agenda politique, mais il y a différents niveaux de programmation. C'est sûr que je pourrais en parler pendant des heures, mais l'essentiel du propos que je veux tenir aujourd'hui, c'est de regarder, ne serait-ce qu'au niveau subjectif, comment vous programmez votre vie. On peut programmer sa journée, comme par exemple, je vais programmer le réveil matin pour qu'il me réveille à 7h30. Bon, ben, il y a une sonnerie, je le programme. Et là, il y a une alarme qui sonne à ce moment. Donc, l'individu peut programmer sa vie de différentes façons. Et c'est sûr que c'est là que ça devient intéressant d'étudier les programmations, de dévoiler le réel qui s'opère derrière une programmation. Comment dire, la question de la programmation a beaucoup d'impact. Si on pense entre autres au fait que quelqu'un qui perçoit un verre à moitié vide ou à moitié plein, dans sa subjectivité, bien que ça ne change pas la quantité de liquide dans le verre, ça peut changer son rapport à la réalité. Quelqu'un qui voit le verre comme étant à moitié plein, il va être optimiste, l'autre à moitié vide va être pessimiste. et ça va colorer sa vie. La subjectivité au fil du temps, je réalise que ça a beaucoup d'impact. C'est à mon avis, c'est ce qui amène à passer ou non à travers certains événements chocs.
Donc, quelqu'un qui a tendance à se programmer en une vision très pessimiste de la vie, ça se peut que la personne soit plus déprimée, puis elle ait moins de résilience à faire face à certains événements. Elle va s'effondrer plus facilement. Donc, tandis que la personne qui est plus optimiste, dans certains cas, ça amène une certaine combativité, mais en même temps, ça peut amener certains chocs de vie. Si la personne est naïve, c'est sûr qu'elle peut souffrir. Et un excès d'optimisme peut amener la personne à prendre des risques inutiles, dans le sens que mettre sa vie inutilement en danger. Tu sais, quelqu'un qui est très optimiste, qui va dire « je peux rouler à 250 km/h en moto, j'aurai pas d'accident. » Bon, si la personne se surévalue et ce n'est pas réel ce qu'elle dit, donc sa perception d'elle-même manque d'ajustement, ça se peut qu'il y ait un accident de moto qui lui soit fatal. Donc, les programmations ont beaucoup d'impact. Mais si je m'attarde au concept qui a été beaucoup véhiculé par Marc de La Salle, la vie c'est de la merde, dans son instruction, c'est comme une idée directrice qui revenait souvent. Elle me faisait beaucoup penser à la vie, c'est de la souffrance dans le domaine du bouddhisme. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un va dire, la vie, c'est quoi? C'est de recevoir continuellement des pourriels psychiques. On va adapter sans doute l'expression avec le développement des nouvelles technologies, dans le sens de recevoir des idées qui sont du parasitage. Donc, on peut, on peut, c'est sûr, développer plusieurs adages, ce que certains vont appeler des aphorismes. J'aimais bien en passant celui qu'avait développé le philosophe jovialiste André Moreau, qui dit « Le mal est le fumier dont le bien a besoin pour donner le mieux. » Donc, par rapport à ça, c'est quoi? C'est que le mal, certains vont dire que c'est l'existence physique, parce que de vivre à un point, être là, comme dirait Martin Heidegger, le Dasein, en tant qu'ego, être là au monde à travers un corps, c'est sûr que c'est limitatif. Puis les limites, ça peut être perçu comme une forme de mal. Donc la vie, l'existence dans un corps, l'existence subjective à travers un ego peut être perçue comme une forme de mal. Et dans le fond, par rapport au mal, c'est une forme de fumier, c'est une forme d'état limitatif, mais qui peut servir à donner le mieux dans le sens de travailler l'individu en étant confronté à ses limites pour l'amener à développer plus d'intelligence, pour s'illimiter à quelque part, pour, dans le fond, se développer pour faire face à elle. Et que ça me fait penser aussi à André Moreau qui parlait de l'usage positif du négatif pour donner le mieux. Donc, c'est sûr que dans la vie, il peut y avoir de la merde dans le sens des événements merdiques. C'est sûr quelqu'un qui perd son emploi, quelqu'un qui vit une faillite sur le plan financier, quelqu'un qui vit une rupture amoureuse, quelqu'un qui est atteint d'un problème de santé chronique grave, qui met sa vie en danger, et ainsi de suite. Donc ça fait partie de la vie, ces types d'événements-là, qui peuvent, c'est sûr, être polarisés négativement, puis être vus comme étant de la merde. Ça, c'est clair. Mais d'un autre côté, il y a des événements qui peuvent être polarisés comme étant positifs. D'ailleurs, quand que j'ai appris une personne de mon environnement que ma compagne était enceinte, la personne dans un éclan d'enthousiasme, elle me dit « Tu vas voir, là, avoir un enfant, c'est beau, puis là, tu vas goûter pour la première fois à l'amour inconditionnel. » Elle me dit « L'amour que tu vas avoir pour ton enfant, c'est inconditionnel. » Là, elle était enthousiaste. J'ai pas voulu lui mettre en opposition avec elle. C'est une personne qui a plusieurs enfants, là. Donc, elle s'appuie sur un certain vécu. Qu'elle vit sans doute sincèrement beaucoup d'amour par rapport à ses enfants. Mais le point, c'est que là, c'est sûr que des fois, faire des enregistrements, ça me donne une satisfaction, parce que des fois, je vais dire tout haut
ce que je pense tout bas, parce que je ne vise pas nécessairement à créer des chocs à plein de personnes de mon environnement, mais je vais dire, ben, attends une minute, là, enthousiaste-toi pas trop, là. Avoir un enfant, c'est de l'amour inconditionnel. Ben oui, c'est sûr qu'on peut aimer l'enfant davantage que d'autres personnes de l'entourage. Mais de l'amour inconditionnel, ben non, il y a une condition existentielle dans le sens que l'enfant, il faut qu'il soit vivant pour être capable de l'aimer. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont des enfants décédés qui vont continuer à aimer. Je vais apporter une nuance à mon propos. Mais de dire que c'est un amour qui est sans condition, dans le sens que c'est un amour qui est beau. Ben non, il peut y avoir des périodes plus difficiles dans le sens qu'à un moment donné, l'enfant, tu peux vivre un conflit par rapport à lui, une divergence d'opinion, ainsi de suite. C'est pas... tu sais, il y a des conditions. C'est-à-dire que quand que l'adulte s'entend bien avec son enfant, ça va bien. C'est sûr qu'en dépit des moments de friction, il peut y avoir une forme d'amour qui est vécue. Mais de l'amour inconditionnel dans le sens que c'est tout le temps beau, non. Ça, c'est de la naïveté. J'allais dire inconditionnel, mais non. Dans le sens que, non, il y a des moments que c'est plus agréable, moins agréable, là, du vécu que je perçois des gens avec leurs enfants. Fait que c'est pas tout le temps de l'amour. Il y a des conditions propices à ce que l'amour soit plus manifeste que d'autres. Hein? Si ton enfant est en santé, je pense que c'est plus propice à être dans l'amour que si l'enfant a un problème de santé grave, style une malformation cardiaque, parce que là, tu es plus dans le stress, tu n'es pas dans l'amour. Tu sais, le parent qui est très soucieux à savoir si son enfant va être capable de passer à travers ou non ce problème de santé au fil des ans. Le parent est plus dans l'anxiété dans son rapport à l'enfant que dans l'amour. Bref, tout ça pour dire que nos conceptions ont beaucoup d'impact sur nous et en réalisant que la vie, de ma compréhension, c'est de la programmation, donc c'est ni mauvais ni bon en soi, c'est des programmes, tout simplement. Et le point que je veux faire, qu'on comprenne ou non les programmes de ma compréhension de la vie, c'est qu'on est confronté au programme. Tu sais, que la personne étudie ou non la programmation biologique, ce qu'on va appeler la physiologie humaine, les hormones qui sont sécrétées ou non dans l'organisme par rapport à certaines choses. Ce type de mécanismes-là peuvent, dans le fond, fonctionner à l'insu de l'individu. Et c'est sûr que le parti pris que je prends au fil de mes enregistrements, qui m'a amené, entre autres, à m'intéresser à la biologie humaine et, entre autres, plus particulièrement à la chimie du cerveau et aux neurosciences au fil du temps, c'est de tirer profit de la compréhension de certains programmes pour devenir capable d'utiliser sciemment certains programmes dans ma vie puis les mettre en action. On peut mettre en action dans notre vie un programme d'entraînement physique où on va soulever chaque semaine des poids et haltères, mais on peut faire différentes programmations pour en venir éventuellement être son propre programmateur. Bien entendu, quelqu'un va dire, ben là, la vie est pas toute sous ton contrôle de ton ego. Il y aura toujours des événements qui vont t'échapper. Je suis d'accord. Certainement. Mais mon optique, c'est d'utiliser au maximum en tant qu'ego la marge de manœuvre que je peux avoir sur l'existence pour améliorer mon sort ou être bien dans ma peau. Et c'est dans cette optique-là que je fais entre autres des capsules ou que je vise à prendre la parole. Donc, il y a des programmations qui sont intéressantes, qui permettent de démystifier certains phénomènes de base. Comme par exemple, si on flatte le chat puis on se sent bien, on se sent calme, mettons, disons que si on est tendu et on va flatter un chat, puis ça nous apaise, puis on entend le chat qui ronronne, pourquoi ça nous permet de nous sentir bien? Ben, l'explication au niveau scientifique, c'est que le toucher amène la génération de l'hormone de l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, qui va être entre autres présente lorsque un enfant va naître et que la mère va le prendre dans ses bras, va le toucher. Et la façon
que nous sommes programmés sur le plan biologique en tant qu'être humain, c'est qu'un toucher en appelle un autre, dans le sens qu'on va flatter un animal, ensuite on a encore le goût de le flatter, ainsi de suite, et ça amène la sécrétion de cytocine, et pour rechercher la production de cytocine qui est mobilisée à travers le toucher, on va avoir tendance à aimer, par exemple, toucher un animal de compagnie, mais aussi ça peut être de faire des câlins à un jeune enfant qui vient de naître. Sinon, la compréhension de l'hormone qui est mise en action par rapport au toucher, ben c'est intéressant parce que ça permet de démystifier, entre autres, ce qu'on va appeler le toucher thérapeutique, en anglais « healing touch ». Donc, il y a des gens, par exemple des infirmières, qui vont prendre la main d'une personne qui est malade, d'une personne qui est en fin de vie, et ça va apaiser la personne, par exemple, qui est sur le point de mourir, qui est en train d'hyperventiler, de sentir la main de l'infirmière. Donc, par rapport à ça, c'est que lorsque la personne bénéficie du toucher, eh bien, il y a de la sécrétion massive de l'hormone de l'ocytocine dans son cerveau. Et ça peut aider à connaître le toucher thérapeutique, une baisse de la pression artérielle, à calmer la personne. Donc, ça a une fonction. Ce qui est intéressant de voir, c'est la fonction biologique. Il y a des gens qui vont donner une vertu au niveau de l'effet placebo au toucher. Donc, si la personne croit que lorsqu'elle est touchée, elle reçoit de l'énergie, et qu'elle reçoive ou non, que ça soit effectif ou pas, le simple fait d'être touché a tendance à générer de l'ocytocine dans le cerveau. Donc, c'est le point que je veux faire. C'est sûr que moi, personnellement, la notion de traitement énergétique, qui existe des énergies plus subtiles que celles qu'on peut percevoir sur le plan physique, existe. Donc, je suis ouvert à ce chose-là, mais ce que je dis aux gens, c'est que si la personne est ouverte ou n'est pas ouverte à ce niveau-là, parce qu'il y a des gens qui vont dire, bon, ben, quelqu'un qui fait un traitement énergétique ou un traitement de Reiki pour acheminer un autre de l'énergie, c'est pas effectif. Ou si ça donne un résultat, c'est simplement de l'effet placebo. C'est-à-dire que la personne croit recevoir de l'énergie, elle se comporte ainsi. Moi, c'est sûr que je pars du principe qu'il peut exister une réalité par rapport à quelqu'un qui reçoit de l'énergie à distance. Mais si on le prend strictement au niveau biologique, que la personne reçoive ou non objectivement de l'énergie d'une autre personne, ben, il y a l'hormone de l'ocytocine qui est générée à travers le toucher thérapeutique qui sert à acheminer ou non de l'énergie à une autre personne. Sinon, on peut faire des observations de programme très simples à travers notre véhicule sur le plan expérimental, sur le plan expérientiel, dans le sens que si lorsque je prends le chat dans mes bras, en général, ça me calme. Bon, ben, c'est sûr que c'est une observation que, tel élément me donne tel résultat. Donc, j'ai pas nécessairement besoin de tout comprendre la mécanique biologique. Par contre, des fois, c'est intéressant de la comprendre aussi. Sinon, ben, c'est sûr que dans ma vie, ce qu'il y a au programme, c'est le contact que j'ai avec mon animal de compagnie, mon chat, qui m'apporte beaucoup de par sa présence. Ensuite, je vais faire souvent du jogging. Pourquoi? Ben, parce que le jogging m'amène à me sentir bien. Et ce qui a été démystifié au niveau scientifique, c'est que le corps, sur le plan biologique, lorsqu'une activité physique de grande intensité comme le jogging, donc de courir rapidement, il y a la sécrétion massive d'endorphines dans le cerveau, ce que certains appellent l'hormone du bonheur, qui amène un état de bien-être. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est que c'est un état qui est généré d'une manière naturelle. C'est-à-dire que le cerveau peut produire par lui-même des produits chimiques. Donc, comme là, l'endorphine sert à compenser pour la présence de douleurs physiques en amenant un état de bien-être, pour compenser un certain niveau de souffrance qui peut être vécu sur le plan physique par rapport aux jambes qui sont en mouvement. Même chose, quelqu'un qui soulève des poids et haltères de grande intensité. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est naturel. C'est pas comme quelqu'un qui va prendre de la cocaïne ou de la morphine.
Donc, c'est vraiment le cerveau qui produit ça, puis en même temps, ça coûte moins cher que de la drogue. Donc, c'est intéressant de comprendre ça. Et ce que je trouve intéressant par rapport à l'époque présente, c'est que la science nous permet, à mesure qu'elle se développe, de comprendre de plus en plus le fonctionnement du cerveau, entre autres les neurosciences, et de démystifier qu'est-ce qui se passe. Et c'est sûr que pour moi, la vie, c'est de la programmation. Ben pour moi, l'intelligence, d'être capable de démystifier les programmations et d'en tirer profit. Donc, c'est sûr, tirer profit de certaines compréhensions scientifiques, ou d'observations très simples. Si je me sens bien après avoir fait du jogging ou caresser mon chat, ben ça devient intéressant pour avoir une qualité de vie, un plaisir de vie, ben d'aller de l'avant avec ces activités dans mon quotidien. Mais par rapport à la science, je lisais récemment sur Wikipédia des propos qui allaient dans le sens de démystifier l'expérience qu'on va dire mystique. Donc, démystifier ce type de véhicule-là. D'ailleurs, je vais vous partager le lien web là, en bas de l'enregistrement. Je vais vous lire un petit peu là, par rapport à ça. En fait, je lisais un article, c'était par rapport à l'existence de Dieu, puis en bas, ben, il parlait de certains éléments par rapport au véhicule mystique en lien avec Dieu. Fait que je vais vous lire quelques éléments que je trouvais donc pertinents. De fait, la structure du cerveau nous permettrait également à croire. C'est qu'a démontré en 2001 une expérience menée avec 8 moines tibétains plongés dans un état de méditation, débouchant sur une sensation de symbiose. On a remarqué que plus la méditation semblait profonde et plus l'activité du cortex pariétal supérieur était ralentie. Or, il se trouve que l'une des fonctions de cette zone cérébrale permet de distinguer son corps de l'environnement et de s'orienter dans l'espace, d'où l'émergence chez les moines étudiés d'altération de la perception ainsi que de la sensation de fusionner avec l'univers. Donc, j'arrête ici la lecture. Donc, l'expérience mystique ou des moines, on parle de moines ici tibétains, mais ça pourrait être dans d'autres traditions religieuses là, également, qui disent vivre un état de communion avec le tout. Bon, ben, l'explication scientifique, c'est par rapport à ça, de comprendre que c'est tout simplement si la personne est capable, en état de méditation profonde, donc de ralentir le cortex pariétal supérieur, bon, ben à ce moment-là, ça donne ce type de perception-là. C'est comme si on diminue une zone de perception du cerveau où ce que la perception du corps, l'environnement est moins présente, donc la personne se sent plus en état d'unité avec le tout. Puis là, quand j'ai tombé sur ce passage de l'article, j'ai dit c'est intéressant, c'est logique. Sinon, je vais continuer un petit peu la lecture. Ensuite, il les dit, l'impression de sortie hors du corps est due à l'activation d'une zone très restreinte du cortex temporel, le gyrus angulaire. L'effet spectaculaire de l'impression de sortir du corps lors de l'activation du gyrus angulaire a été mis en évidence en 2002 par le neurologue suisse Olaf Blank. Donc ici, j'arrête momentanément la lecture pour vous dire, ben, il y a des explications scientifiques pour la personne par une impression de sortie hors corps qui peuvent expliquer certaines choses. Par contre, c'est sûr que je suis d'avis que la personne peut vivre des expériences mystiques au programme de sa vie où la personne est au-delà du corps physique, dans le sens que si la personne fait ce qu'on appelle du remote viewing, donc avoir une vision à distance, et que la personne est capable de voir à distance des choses qui se déroulent, bon, ben là, la personne, elle a vraiment accès à des informations là, qui fait en sorte que sa conscience, elle a accès à des données qui sont hors-delà du corps biologique. C'est pas juste un effet qui est lié à l'activation d'une zone restreinte du cortex temporel ou temporel qui est le gyrus angulaire. Mais ça peut expliquer certaines choses.
sais, le fonctionnement du cerveau peut expliquer le vécu de certaines expériences mystiques ou à caractère paranormal ou qui mettraient la personne en relation avec Dieu. Je suis d'accord avec ça. Par contre, il y a une certaine partie des expériences qui ne sont pas nécessairement expliquées par rapport à ça. Et là, le but de la science, ben, c'est d'être capable de démystifier avec, entre autres, des hypothèses, des explications pour expliquer c'est quoi qui rend effective ces types de programmes dans la vie d'un individu. Parce que pour moi, une expérience mystique, c'est quelque chose qui est le fruit d'une programmation. Mais quand que je parle de programmation, ça ne veut pas dire des forces dans le sens d'entité, parce que là, à ce moment-là, c'est de l'anthropomorphisation. Il y a des programmations qui sont très simples, donc comme la loi de la gravité. Donc, si on prend la gravité, la loi de la gravité universelle, c'est-à-dire que la plus petite masse est attirée par la grosse masse, pardon. Donc, c'est sûr que c'est ce qu'avait développé le Newton, là, avec, on le représente souvent là, d'une manière caricaturale, là, avec la pomme qui va tomber au sol. Pourquoi? Parce que la pomme est une petite masse qui va être attirée par la grande masse que représente la Terre. Donc, la boule terrestre. Donc, il y a des lois très simples. Et là, c'est pas... Et c'est sûr que par rapport à ça, la programmation, l'une des lacunes qu'une personne peut faire, puis moi-même, j'ai déjà tombé là-dedans dans le passé, là, à multiples reprises, c'est de surinterpréter subjectivement certaines programmations pour anthropomorphiser certaines programmations. Donc, c'est sûr que on peut vivre certains événements, puis on peut dire, ben là, c'est l'œuvre des entités maléfiques de l'astral. C'est l'œuvre de forces sataniques, ou c'est au contraire, c'est l'œuvre de forces angéliques, etc. Donc, il peut y avoir une projection en lien avec des concepts à caractère religieux, issus d'une programmation spirituelle pour colorer l'événement. Ça c'est clair. C'est-à-dire qu'on peut avoir un filtre perceptuel qui nous amène à programmer la façon qu'on voit les choses. D'ailleurs, l'auteur dans le domaine de l'ufologie et de la métaphysique, Jean Cazot, au fil de ses écrits, j'ai lu plusieurs de ses livres, également de les conférences qu'il a données ou ses prises de parole radiophoniques qu'il a faites au fil du temps. Ce que je trouvais intéressant par rapport à lui, c'est qu'il disait que avec un prisme de croyances religieuses, les gens vont interpréter tous les phénomènes paranormaux en lien avec, par exemple, la présence des anges, la présence de Jésus. Donc, les croyances religieuses sont très fortes chez une personne. Eh bien, ça va être par rapport à la perception d'entités angéliques, de démons, etc. Et si on prend le même type de phénomène, mais avec des croyances plus à caractère scientifique, on peut projeter en lien quelqu'un qui est amateur de science-fiction, les croyances relatives à la science-fiction sur des perceptions, dans le sens que la personne, si elle voit un objet dans le ciel et qui a un caractère scientifique, elle va dire « Ah, il doit y avoir des extraterrestres. Ah, il doit y avoir un vaisseau spatial avec un tableau de bord, avec des boutons, avec du matériel informatique comme nous autres. » Donc, on peut faire des projections. Tandis que la personne est religieuse, elle voit une lumière dans le ciel, elle peut s'imaginer que c'est l'apparition là, de Fatima ou du bon Dieu ou de la Sainte Vierge qui va se faire dans le ciel. Donc, le même phénomène peut être interprété d'une manière différente. C'est-à-dire que si au début des années 1900, une foule voit une lumière qui danse dans le ciel, si c'est une foule qui est d'origine chrétienne, bon, ben les gens de la foule peuvent dire « Ah, c'est l'apparition de la Sainte Vierge, c'est la Sainte Vierge qui est dans le ciel. » Alors que si la même foule a écouté pendant plusieurs années des films de science-fiction avec des extraterrestres,
ou les questions de vaisseaux spatiaux, ou des amateurs de Star Trek, bon, ben, s'ils voient une lumière qui se met à déplacer avec des mouvements étranges dans le ciel, bon, ben, en fonction de leur conditionnement social, ils peuvent se mettre à interpréter que c'est nécessairement un vaisseau extraterrestre. Mais c'est ça, c'est que les programmations qu'on a nous amènent à interpréter notre réalité d'une certaine façon et aussi, dans certains cas, à vivre des émotions par rapport à ça. Et c'est sûr que les émotions peuvent colorer nos comportements et nos comportements avoir un impact sur la façon qu'on se comporte avec les autres, ensuite sur les pensées qu'on va avoir, sur les émotions, et ainsi de suite. Tout est interrelié. Et ma façon de voir la vie, c'est que chacun des événements arrive pour plusieurs raisons. Je ne suis pas un partisan de la programmation unique ou de la cause unique. Et pour moi, tout est multicausal. Donc, il y a plusieurs programmes qui ont de l'influence les uns sur les autres. Et c'est ça qui va amener la construction de la réalité qu'on perçoit. D'ailleurs, ça me faisait penser à un moment donné, il y avait un enregistrement à radio où la personne qui prenait l'appel du public dit à l'autre personne, parce qu'elle parlait d'une manière qui n'était pas claire, « Vous, monsieur, vous devez être sur la drogue présentement. » parce que l'autre parlait d'une manière qui était pas claire. Et l'autre, il répond, « Non, c'est parce que j'ai pas mon dentier dans la bouche. » Donc, des fois, on donne des causes, puis on est dans le champ, où des gens donnent 2-3 causes, mais c'est pas ça. Pourquoi? Ben, parce que l'univers est multicausal et il y a des programmations qui entrent en interférence. On regarde au niveau politique, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, il y a un parti qui veut mettre de l'avant un programme électoral, donc une programmation, un autre parti, un autre programme qui va dans un sens différent. Donc, et les oppositions vont faire en sorte qu'à un moment donné, il y a un des deux partis qui va être élu, c'est-à-dire que sa programmation va triompher de l'autre programmation. Puis des fois, il y a des retours en arrière. Dans le sens que les talibans en Afghanistan, ils ont une certaine programmation qui a cours depuis des millénaires. Les autorités américaines cherchent à en mettre en place dans le pays pendant plusieurs années une programmation différente qui permettrait, par exemple, aux jeunes filles d'étudier et aux femmes d'avoir des postes, là, en théorie, qui soient l'égaux des hommes. Donc, on cherche à modifier une programmation millénaire par une nouvelle programmation sur l'espace de quelques années. Puis, finalement, ben, les Américains s'en vont de l'Afghanistan, là, comme on a vu là, l'année passée. Et au moment qu'est fait cet enregistrement, on est en 2022, lors de l'année 2021, eh bien, les Américains étaient partis. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, le retour des talibans au pouvoir. Non, les femmes ne peuvent pas faire des études supérieures. Donc, la programmation d'origine revient au galop. Quand je regarde ça, je me pose la question pourquoi? La réponse est très simple. C'est-à-dire que la programmation était tellement ancrée sur plusieurs millénaires, plusieurs décennies, que non, les femmes n'étudient pas. Que de vouloir instaurer quelque chose pendant à peine quelques années, ça fait pas le poids. Probablement pour qu'il y ait un changement de paradigme plus grand, il aurait fallu que les Américains cherchent à implanter une nouvelle programmation sur plusieurs années. C'est-à-dire à un point tel que les tenants de l'ancienne programmation ne soient plus vivants et que tout le monde vive en fonction de la nouvelle programmation. Donc, si l'espérance de vie, disons que c'est à peu près 85 ans, et les gens qui ont grandi avec l'ancienne programmation, que les femmes ne font pas d'études supérieures, bon, ben, pour qu'ils quittent le plan terrestre, eh bien, il aurait fallu que les Américains soient là pendant au moins 85 ans, disons 100 ans, pour en mettre en place une nouvelle programmation et que tous les gens aient été exposés par rapport à elle et que les gens qui ont grandi avec l'ancienne programmation, qui sont pas ouverts à changer ou intéressés, eh bien, ces gens-là, étant donné que l'espérance de vie est limitée pour les êtres humains présentement sur Terre, ben c'est sûr que ces gens-là, passé 100 ans, ils vont être probablement tous décédés, là, les gens qui pouvaient nourrir cette programmation-là.
Donc, si les autres sont encadrés pour ne plus nourrir cette programmation-là, mais qu'une nouvelle programmation soit là, ben c'est sûr que ça prend une certaine période de temps parce que à chaque fois qu'une nouvelle programmation cherche à s'implanter, elle est confrontée aux résistances relatives à l'ancienne programmation. Donc, si on le prend d'une manière systémique, ben c'est quoi? C'est que si on part du principe que la réalité est en relation avec différentes programmations, ben c'est sûr que la nouvelle programmation cherche à pousser pour faire reculer l'ancienne, et l'ancienne programmation et les tenants de cette ancienne-là, programmation peuvent réagir en disant non, ça n'a pas d'allure, telle programmation, et ainsi de ça. Puis là, il peut y avoir des jeux de combat entre la nouvelle programmation qui cherche à s'implanter et les tenants de l'ancienne programmation qui régissent par rapport à elle. Donc, les Américains en Afghanistan ont cherché à mettre en place une nouvelle programmation par rapport à la femme, donc pour favoriser à ce que la femme fasse des études supérieures, alors qu'il y avait d'autres aides qui étaient opposées à ça. Et c'est sûr que plus que de résistance au changement, plus que ça crée des tensions. Et tout ça pour dire que le changement de programmation sociale, c'est de longue échéance. Donc, les Américains ont dépensé des milliards pendant plusieurs années en Afghanistan pour, dans le fond, faire la gestion du pays par rapport aux dépenses militaires, etc. Puis finalement, ben, à quelque part, se sont retirés parce que, à quelque part, il y avait des limites à agir ainsi. Puis bon, ça leur coûtait de l'argent, mais s'ils auraient persévéré sur peut-être 100 ans, peut-être que des changements plus significatifs auraient pu avoir cours en Afghanistan. Mais il faut dire que ça aurait coûté sans doute plusieurs milliards de milliards. Déjà, en quelques années, ça en avait coûté beaucoup. Donc là, ça serait encore beaucoup plus grand, là. C'est sûr, les Américains qui sont arrivés au début, vers 2003, jusqu'à peu près en 2021, dans ce coin-là, en Afghanistan. Ils n'ont pas amené un changement de civilisation. Peut-être, s'ils auraient été là plus longtemps, sur 100 ans, peut-être qu'il y aurait eu des changements significatifs. Mais tout ça pour dire que quand on la regarde au niveau social, on voit les jeux de programmation, mais d'étudier le concept de programmation, ce qui est intéressant, c'est que les programmations sont partout, puis c'est à plusieurs niveaux. On peut l'étudier, comment que les êtres humains sont programmés, comment les machines sont programmées, et on le voit au niveau technologique que les programmations deviennent de plus en plus subtiles. C'est-à-dire que la capacité, par exemple, avec le deep learning, l'apprentissage profond, des machines de faire de la reconnaissance faciale, reconnaître des objets, reconnaître des types d'animaux, se précise au fil du temps. Donc, les machines sont de mieux en mieux programmées pour, par exemple, reconnaître des objets spécifiques. Je regardais des documentaires où il était question que des ordinateurs, à force d'être exposés à certains types d'images, ils en viennent à la reconnaître et ainsi de suite. Et c'est sûr qu'à un moment donné, il était question dans un documentaire que je voyais que la machine était tellement bien programmée pour faire la lecture de radiographie ou d'images que la machine avait la capacité de détecter davantage, par exemple, la présence de cancer sur des radiographies que des êtres humains. Donc, et ça m'amène à vous parler de la possibilité que l'être humain programme des machines avec des lignes de code, donc des lignes, en réalité, d'équations mathématiques qui amènent la machine par la suite avec des algorithmes à programmer l'être humain. Donc, l'être humain a été programmé par la biologie au fil des siècles, a été programmé par son environnement pour des raisons d'adaptation, etc. Ensuite, l'être humain programme la machine qui va le programmer par la suite. Dans le sens que si on regarde une vidéo sur Internet, on en regarde un deuxième dans le même type, ça se peut que on nous propose, que ce soit sur YouTube ou Facebook, de regarder d'autres vidéos dans le même style.
Et là, c'est sûr que ça renforce de la programmation, dans le sens que si la personne regarde une vidéo qui dit que la Terre est plate, bon, par la suite, si elle se fait référer de regarder une autre vidéo qui dit que la Terre est plate, et ainsi de suite, sans présenter l'autre perspective des détracteurs, mais on fait du temps, on programme la personne, on la conditionne. On exclut la personne qui parle, là, mais l'algorithme amène à programmer psychologiquement la personne à être renforcée dans la croyance que la Terre est plate. Et là, ça crée un cercle vicieux. Et c'est sûr que là, ce que j'avais entendu dire là, par rapport à ça, c'est qu'il y avait certaines plateformes là, qui limitaient la visibilité de vidéos à l'effet que la Terre est plate, et ainsi de suite en réaction par rapport à ça. Mais le point, c'est de regarder comment que l'environnement peut nous programmer, mais aussi comment que nous, on peut programmer notre vie, on peut programmer notre environnement et notre rapport à la vie. Moi, ce qui m'apporte de la satisfaction présentement dans ma vie, c'est que je vais étudier, entre autres, le fonctionnement des hormones sur le cerveau, ce que l'être humain aussi peut faire dans son quotidien pour améliorer son sort ou être bien dans sa peau. Donc, la mise en action que l'être humain peut faire pour programmer quelque part sa vie à son avantage. Au lieu de subir tout le temps la programmation des autres, la programmation de l'environnement, la programmation à différents niveaux, ben qu'est-ce que l'être humain peut faire? Et là, c'est sûr que je lis des articles sur Internet. D'ailleurs, je vais probablement faire une autre capsule bientôt là, par rapport à certaines découvertes que je fais là, intéressantes là, en lien avec, entre autres, la santé, en lien avec l'impact des hormones sur le cerveau, le vécu de l'individu. Donc, c'est ce qui était au programme aujourd'hui par rapport à cet enregistrement qui visait à aborder le thème la vie, c'est de la programmation ou la vie, c'est des programmes. Donc, c'est ma compréhension à moi. C'est sûr, ça m'apporte beaucoup plus de satisfaction que me lever le matin. J'ai l'impression de me lever de reculons, tu sais, avec la pensée, la vie, c'est de la merde, ou la vie, c'est de la souffrance, comme le disait le bouddhiste. Puis juste centrer l'attention là-dessus, pour moi, c'est comme de centrer l'attention sur le fait que le verre est à moitié vide. C'est sûr que de polariser la vie autrement, puis de dire tout le temps la vie est à moitié, le verre est à moitié plein, puis de vivre de l'enthousiasme qui peut m'exposer à des contre-coups de choc, parce que si je suis naïf là-dedans, n'est pas mieux. J'en suis conscient. Vous êtes capable de dire que la vie, c'est de la programmation, dans le sens qu'il peut y avoir des programmes qui nous avantagent, comme moi, par exemple, de bénéficier en termes de programmation d'un ordinateur qui m'avise... en fait, c'est pas l'ordinateur, mais de YouTube qui m'avise à chaque fois qu'un de mes amis fait une vidéo ou qu'il y a un YouTuber que je trouve intéressant m'acheminer de la vidéo. Je trouve ça intéressant de bénéficier de ce type de programmation-là. Donc, il y a des programmations qui sont intéressantes, d'autres qui le sont moins. Comme, par exemple, les programmations qui cherchent à nous rendre dépendants d'un système de consommation. Ou à adhérer à un discours narratif qui nous est imposé, puis on cherche à nous manipuler de différentes façons pour y adhérer avec des chantages, des menaces, etc. L'important pour moi, c'est d'être lucide par rapport aux programmations et des impacts qu'elles peuvent avoir sur notre existence. Donc voilà où ce que je voulais en venir pour cette capsule audio. Je vous remercie de votre écoute comme à l'habitude et je vous dis à bientôt. Bye.